Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Maxime Tardif avec vous. Cette semaine, une première, on a fait une entrevue devant public avec nul autre que Hugo Girard, l'homme fort du Québec. Donc, c'est possible que vous entendiez quelques interventions, mais c'est normal. Donc, il y avait des gens avec nous cette semaine pour l'enregistrement. Un enregistrement vraiment inspirant d'Hugo Girard qui s'est livré pendant tout près d'1h30 avec nous. Hugo nous a parlé pendant l'entrevue de son rôle de père, comment il voyait son rôle de père, également, évidemment, de sa carrière d'homme fort, mais également de son après-carrière. Donc, qu'est-ce qui le motive maintenant? Qu'est-ce qui le drive? Dont les plateaux de tournage et tout ce qui est animation d'émissions de télévision. On tient également à vous remercier parce qu'on est rendu à plus de 1000 likes sur notre page Facebook. Alors, on est vraiment content de ça. Pour un podcast au Québec, c'est un bel accomplissement pour nous. On vous remercie également de vous abonner à notre chaîne YouTube. Continuez à nous envoyer vos commentaires. Continuez à nous envoyer des listes d'invités potentiels. On est vraiment content de vous lire. Alors, merci de faire partie de l'aventure des machines. Merci beaucoup pour tout. Donc, notre invité, Hugo Girard, bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, nul autre que Hugo Girard. Je pense que Hugo, je n'ai même pas besoin de te présenter. Je pense que tout le monde te connaît et te reconnaît assez facilement. On présume. On présume que tout le monde me connaît. Écoute, merci Hugo d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. T'es comme un paquet d'invités qui viennent ici, qui ne connaissent pas vraiment le podcast, ça fait vraiment qu'est-ce qu'on fait. Mais le but, c'est d'inspirer le plus de gens possible à atteindre un autre niveau dans leur vie, je pense, puis améliorer leur situation. Puis justement, tu viens ici, tu viens de sortir un livre, fait que c'est un peu contextuel que on est parti en Arizona, moi puis Stéphanie, pour faire une course, puis j'ai dit, je vais acheter le livre à Hugo avant de partir. Donc, j'ai pris l'avion, on a lu ton livre, fait que ça a été, c'est un bon timing, je pense que tu sois ici, tu as beaucoup de choses à nous parler. Puis ce qu'il y a là-dedans, je pense, pas mal inspirant aussi, fait que merci d'être là, Hugo. Ça fait plaisir, on est très heureux d'être là. Ça a été mon premier réflexe quand j'ai vu l'iceberg, quand j'ai vu le titre, j'ai dit bon, le titre de l'iceberg, c'est parce que Hugo Girard, c'est un gars costaud, froid, c'est ce que le monde pourrait penser au départ. À part les gens qui te connaissent. Ouais, je crois qu'à prime abord, effectivement, je peux avoir l'air assez froid, puis c'est comme évident que je suis assez costaud. On passe pas inaperçu, mais l'idée était vraiment de faire en sorte que les gens puissent connaître d'autres choses, parce qu'il y a ce qu'on voit. On voit le succès, on voit ce que tu fais, on voit ce que tu es rendu, mais on voit pas qu'est-ce que ça a pris pour se rendre là. Qu'est-ce qu'il y a en arrière, là? Exactement. Et c'est vraiment ça, je crois, qui est le plus impressionnant. C'est tout le processus qui m'a amené à devenir ce que je suis maintenant. Parce que l'accomplissement, c'est un peu comme une finalité en soi, même si elle continue, puis je considère qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est ce processus-là qui t'a emmené à l'accomplissement qui devient intéressant, qui devient aussi inspirant. Et je crois que je pouvais, à ma manière, partager mes outils avec les gens. J'ai beaucoup de gens qui me contactent à travers les réseaux sociaux, qui m'interpellent sur la rue, lors d'événements, qui me demandent conseil. Puis c'est quand même assez vaste. De quoi on va me parler. On va me parler des conseils au niveau familial, avec leurs enfants. On va parler de nutrition, on va parler d'alimentation, on va parler d'entraînement. Donc, au final, je me dis, à chaque fois que je leur réponds, de façon individuelle, mais j'utilise une partie de mon vécu pour leur dire comment moi, j'ai vécu cette partie-là. Comment je fais pour justement continuer à rester motivé à travers les moments difficiles, quand tu as l'impression que ça avance pas. Mais c'est quoi mes trucs? Comment moi je les fais? Puis au final, je me suis dit, pourquoi pas faire un livre? Puis à travers le livre, c'est ce que je raconte. À travers mon cheminement, les différentes étapes que j'ai passées, comment j'en suis devenu à faire ce que je fais maintenant, jamais abandonné, puis de continuer à mettre la barre toujours plus haute. Ben, c'est assez intéressant parce que, comme je disais tantôt, le premier réflexe que j'ai eu, c'est quand j'ai pris ton livre, j'ai dit, c'est l'iceberg, c'est comme, OK, c'est correct, c'est assez premier degré. Puis après, j'ai dit non, j'ai dit possiblement de quoi il veut parler, c'est tout ce qui est en dessous, parce qu'on sait que l'iceberg, la plus grosse partie est en dessous de l'eau. Exact. Fait que je trouvais que c'était assez intelligent comme type de livre. Fait que... Faut pas se fier à la manière que je m'habille, puis faut pas se fier aux apparences. Donc, je connais c'est quoi les préjugés, les stéréotypes, je l'ai vécu. Donc, c'était un peu un jeu de mots, puis je trouvais que ça me représentait très bien. Ouais, non, tout à fait. Parce que souvent, les gens vont s'arrêter au premier degré à ce qu'on voit. Ils cherchent pas à aller nécessairement plus loin. Donc, il y a toujours le facteur chance. Puis, étant donné que l'être humain est ce qui est, on est l'ange de nature. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller avec la tendance populaire, avec la première chose qui nous vient en tête, plutôt que de tenter d'essayer de comprendre des choses
gratter, de fouiller un peu plus loin pour vraiment comprendre ce qu'on peut y retrouver et qu'est-ce qui a amené un individu à se dépasser, qu'est-ce qui l'a amené à être ce qu'il est maintenant. Dis-moi, je sais pas si dans ton livre, c'est la première fois que tu parlais de ton background, de ton enfance et tout ça. Moi, c'est la première fois que j'étais au courant un peu de comment ça avait commencé, Hugo Girard. Peux-tu nous parler un petit peu de ça pour les gens qui ont pas eu la chance de faire de où, l'idée de foncer comme ça, là, puis de venir... Ben, pour faire une histoire courte, écoutez, moi, je viens d'une famille éclatée où mes parents se sont séparés lorsque j'étais très jeune. Donc, à travers un milieu familial qui était dysfonctionnel, l'entraînement est devenu un peu une façon pour moi d'avoir le contrôle sur quelque chose qui entourait ma vie. Mais t'as pas de contrôle sur ton milieu familial, t'as pas de contrôle sur ce qui se passe autour, comment eux réagissent. Donc, il y avait... je pense que la présence de mes parents me manquait beaucoup au niveau de leur implication. Donc, finalement, l'entraînement est devenu un élément canalisateur de mes énergies, puis de tout mon focus, parce que je me suis dit, ça, je vais le réussir. Et ça, je peux le contrôler. Et c'est vraiment comme ça que c'est parti. C'est parti de voir une compétition d'homme fort à la télé, quand j'ai 12 ans, d'aller voir ma mère, puis de lui dire, un jour, je vais devenir l'homme le plus fort du monde. Mais dans ma tête d'enfant, c'est devenu une mission, c'est devenu une quête. Et cette quête-là, mais c'est un peu pour moi, un peu comme un phare, un peu comme une bouée, où tu as une lumière, puis tu sais que si je veux me rendre là, mais il faut que je pousse dans cette direction-là. Et de fil en aiguille, ce que ça a fait, c'est que j'ai réalisé que plus fort je m'entraînais, meilleurs étaient les résultats, et j'ai été capable de transposer dans d'autres sphères de ma vie. Plus j'étudie, meilleures sont mes notes. Donc, plus je travaille fort, meilleurs, encore une fois, sont les résultats. Ce qui fait en sorte que ça m'aidait dans mon milieu de travail quand je suis devenu professionnel. Ça m'aidait comme étudiant, ça m'aidait comme individu. Et la partie que je crois qui a été le plus utile pour moi, c'est que ça m'a amené à travailler sur moi-même très tôt. Donc, de ne pas attendre l'approbation des gens. Je ne pouvais pas attendre nécessairement le support de mes parents parce qu'ils n'étaient pas très présents. Donc, je devais vraiment me fier à moi-même. Et j'ai appris à être capable à vivre avec moi-même et de pas attendre après les autres. Et ça, ben, ça m'a été vraiment utile parce que au travers tout le cheminement au niveau compétition, moi, à une époque, j'ai pratiqué un sport qui n'existait pas. Donc, comment tu fais pour te motiver à pratiquer quelque chose que les gens ne comprennent pas, que les gens ne croient pas? Tu deviens un peu un bizarre. Mais moi, j'ai toujours été différent de par ma stature. Donc, j'ai toujours été mis à l'écart parce que lorsque tu es jeune, les différences dérangent. Ce qui m'aidait, c'est que j'étais plus fort, plus costaud. Donc, je souffrais pas d'intimidation nécessairement, mais beaucoup plus d'isolement du fait d'être mis à part, mais j'avais pas de problème avec ça parce que moi, c'était moi, mon entraînement, mes affaires, donc j'avais un contrôle extraordinaire sur mon environnement primaire. Je faisais mon lit, mes vêtements, j'avais mes souliers pour aller m'entraîner, mes souliers pour aller à l'école. Donc, je me suis structuré très jeune sans vraiment savoir comment faire et sans que personne me le montre. Et plus tard, ce que ça a fait, c'est que cette structure-là m'a suivi. Et cette structure-là m'a amené à avoir du succès dans à peu près tout ce que je fais. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre. C'est parce que j'établis un plan, puis après ça, je suis le plan. Donc, cette discipline-là, je me l'ai créée, je l'ai fait par moi-même. Puis, c'est le plus beau cadeau que je me suis donné. C'est quand je veux quelque chose, j'attends pas après les autres, puis je pars, puis je le fais. C'était quoi, à 12 ans, la réaction des parents de dire « Hey, moi, je veux être l'homme le plus fort ». C'est la réaction qu'on peut s'attendre de la part d'une mère. C'est une réaction où elle trouvait ça drôle. Puis, t'es pas pris au sérieux. Vous savez, la réaction, c'est pas nécessairement juste la réaction de tes parents, c'est la réaction de tout le monde. Moi, je me souviens que mon père, quand j'avais 15 ans, qui comprenait pas pourquoi je mettais autant d'énergie là-dedans, puis tu devrais aller travailler. Puis là, j'ai travaillé un été sur la construction avec lui. Puis là, on avait des grosses journées de travail, là. Puis on se levait à 5 heures le matin. Puis moi, le soir, quand j'en revenais, on avait des grosses journées, là, puis j'allais m'entraîner quand même. Je sautais jamais un entraînement. Là. Donc, puis ça, mais il ne comprenait pas. À 9h30, je tombais là, littéralement de fatigue quand j'arrivais chez moi, puis je recommençais le lendemain. Mais tout ça a pris son sens la journée que j'ai commencé à avoir du succès. C'est ça, c'est là que les gens voient. Donc, c'est ça le fameux iceberg. Ce que tu vois pas, là, puis tu comprends pas, puis ça va mener où? Ben, moi, je le voyais. Eux le voyaient pas. Et lorsque le succès arrive, là, tout d'un coup, c'est comme, wow, ça sort de où, ça? Ben, c'est pas, le succès, c'est pas de la chance. Le succès, ça se programme, c'est le travail, c'est la détermination, la constance, de jamais lâcher, là, j'en parle, là, c'est de creuser son trou. Donc, pour moi, à 12 ans, la réaction des gens, je m'attends pas nécessairement à une meilleure réaction maintenant, c'est juste que les gens te connaissent,
puis ils savent qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as accompli, mais j'ai encore le même genre de manière de faire, parce que je suis très solitaire, je fais mes affaires par moi-même, je cours pas nécessairement les événements, je profite pas nécessairement du statut que ça m'a amené, parce que c'est pas ça qui me motive. Ma motivation est vraiment, moi je me fixe un but puis je l'atteins. Donc c'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple et c'est ma méthode. Tu disais que tu te voyais souvent réussir. Est-ce que tu visualisais ce que tu allais être? Est-ce que tu voyais ça souvent? Ou pas aussi loin que ça. Mon approche était... Je ramène toujours ça à très simple. Pour moi, c'était chaque entraînement préparer le prochain. Chaque jour prépare le prochain. Ma visualisation, c'est que je me couchais le soir puis je pensais à ce que j'allais faire le lendemain. Donc, puis quand je le fais encore d'ailleurs, puis quand je dis je vais penser au lendemain, dans mon horaire, c'est grosso modo qu'est-ce que ma semaine va avoir l'air. Mais pour moi, je m'attarde beaucoup à ce que demain, je vais avoir à faire. Et là, même encore maintenant, je vais planifier mon entraînement dans ma tête parce que je vais savoir, OK, c'est vers cette heure-là que je vais aller m'entraîner parce que c'est la disponibilité que j'ai. J'ai ça à faire. Je vais préparer mon linge la veille. Donc, tous mes vêtements, tout est prêt. Mon stock d'entraînement, de façon à ne rien oublier. Moi, je suis beaucoup avec des listes. Donc, je suis très structuré parce que avoir ce contrôle-là me sécurise beaucoup. Et ça t'amène à avoir une emprise sur ton succès, parce que tu n'as jamais de garantie. Peu importe ce que tu fais, puis que tu entreprends, le résultat, tu sais pas, ça va être quoi. La seule chose que tu contrôles, c'est ce que tu vas faire. Et ce que tu vas faire, dépendamment de comment tu le fais, va amener un résultat. Donc, pour moi, c'est facile. Plus je m'entraîne fort, plus fort je suis. Donc, cette visualisation-là, j'essaie de l'appliquer d'une certaine manière dans l'ensemble de ce que je fais. Le fait de préparer mes vêtements influence pas nécessairement le résultat, on va dire. Mais pour moi, le fait que mes vêtements soient prêts, ben, ça me sécurise. Ça m'enlève de l'anxiété. Tu te lèves le lendemain matin. C'est comme dans ta tête, là, c'est comme un super-héros qui allait mettre son costume. Là. OK, là, j'ai mis mon costume aujourd'hui. Je m'en vais au travail. Là, tu vas pas... c'est pas des super-pouvoirs. C'est juste que tu te poses... Il y a certaines questions que les gens se posent que je me pose pas. Je le fais. Je le vis. That's it, c'est parti. Le reste, ça m'appartient pas, là. Ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai à faire, puis tout le reste, là, je lance ça en l'air, puis ça va arriver, puis le résultat va être le reflet de ce que je vais avoir fait. Hier, je revenais de l'aéroport, comme on t'a dit, on venait de faire une course en Arizona, puis je pensais à notre entrevue de ce matin, puis je me suis dit, j'ai dit, coudonc, comment ça, nous autres, à un moment donné dans notre vie, certains athlètes, il y a une graine qui a été semée, ils disent, écoute, moi, je vais faire quelque chose juste parce que à la fin de la journée, tu dis, il n'y a pas grand monde qui peut faire ça. Ou qui vont accomplir ça. Je sais pas si tu te souviens, toi, c'est quel moment exactement de ta vie tu as dit, moi, j'ai le cas de faire ce que peu de gens vont pouvoir faire. Y a-t-il un moment qui a déclenché les choses dans ta vie qui a dit, moi, je vais être Hugo Girard? À vrai dire, le moment où je l'ai réalisé, c'est le moment où je deviens champion du monde. Ça, c'était en... 2002. OK. Puis, à vrai dire, le 18 janvier 2003. Puis, ce qui est arrivé, parce que pendant tout ce temps-là, tu t'entraînes en vue d'un objectif, mais tu n'as pas de garantie que ça va arriver. Ouais. La journée que ça arrive et que là, tu deviens champion du monde, c'est un peu comme si tu avais la consécration que finalement, tout ce que je parle là-dedans, tous tes sacrifices, tous les efforts, donc tout ce que tu as mis de côté, toutes les douleurs, les peines, les joies, là, viennent de prendre tout leur sens. Et c'est là que tu prends vraiment conscience de tes capacités et que ta confiance prend un autre niveau. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que je pouvais devenir tout ce que je voulais, dépendamment de ce que je voulais avoir et comment j'étais prêt à travailler fort pour y arriver. Donc, c'est pas compliqué, là. Tout le monde a le potentiel de devenir le meilleur de ce qu'il peut être. C'est pas tout le monde qui a le potentiel de devenir champion du monde. Et lorsque je suis devenu champion du monde, en considérant les outils que j'avais à m'apporter, je me suis dit que maintenant, avec cette confiance-là et cet éveil, parce que c'était un peu un éveil, parce que je doutais pas, mais dans ta tête, tu n'as pas de garantie que ça va fonctionner. Tu n'as pas de garantie que tu vas le devenir. Surtout avec tout le monde qui te dit que ça n'arrivera jamais et que les gens qui y croient pas. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à partir du moment que ça arrive, et là, tout le monde devient des fans. Tout le monde devient des croyants. Et bizarrement, t'étais où tout ce temps-là? Donc, tu te ramasses avec plein d'amis et c'est encore une fois, le fait d'avoir fait ça tout seul me permet de ne pas avoir besoin d'entourage. Je n'ai pas besoin d'amis, là. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de savoir ce que j'ai à faire, puis je pars, puis je le fais, nonobstant qui va être là au passage.
Oui, tu vas avoir des amis, tu vas avoir des gens, mais ils ne sont pas nécessairement une obligation dans l'accomplissement de soi. Donc, ouais. Tu parlais tantôt d'anxiété, parce que c'est le mot, je pense, du siècle, de bien du monde. Puis, un gars comme Hugo Girard, qui est un gars solide dans la vie, tu dis, pour moi, ça me rassure de savoir que mes affaires sont prêtes le matin. Est-ce qu'il y a des moments où tu es anxieux dans ta vie? Je suis anxieux lorsque je n'ai pas le contrôle sur mon environnement. Donc, pour moi, comme je dis tout le temps, ce que je contrôle pas, c'est pas grave, mais ce que je contrôle, par contre, je le contrôle. Ça, c'est important. Ça, c'est important, puis c'est ça qui va me rassurer. Donc, ce qui veut dire, c'est que pour moi, de faire ma liste de choses à faire et de la suivre et de la faire va vraiment m'enlever beaucoup d'anxiété. Parce que c'est simple. À partir du moment que tu fais pas ce que tu as à faire et que tu as une date butoir, chaque jour te rapproche d'une date limite et ce que tu n'as pas fait, tu n'as pas préparé pour y arriver. Ton degré d'anxiété augmente. Donc, en faisant ce que tu as à faire, qui est pour moi de faire mon lit le matin, qui est pour moi de manger, laver ma vaisselle et tout placer en place, parce que c'est lorsque je vais revenir le soir, ben, toute ma journée, je vais faire ce que j'ai à faire. Quand je vais revenir, je vais tomber dans le mode repos et je vais pouvoir déconnecter. Alors que si c'est pas fait, je vais le faire. Et ça, mais c'est de l'énergie que tu vas y mettre. Et ça va me fatiguer parce que je vais penser, OK, ce soir, j'aimerais ça me coucher tôt parce que demain, j'ai une grosse journée. Je vais commencer mais avant que je puisse commencer à faire ma préparation mentale, à préparer ma journée du lendemain, j'aurais pas terminé ce que j'avais à faire aujourd'hui. Et si tu le fais pas, le surlendemain, tu l'as remis, il est déjà pas plus fait. Là. Puis en plus, il s'ajoute à la charge de tâches que tu as à faire. Donc, pour moi, ce sont les petites choses qui m'emmènent de l'anxiété. Parce que les grosses choses, c'est clair qu'elles vont se faire en temps et lieu. Ils vont être le reflet du travail que tu vas avoir fait. Donc, finalement, l'objectif, même s'il est très gros, ce sont les petites choses, les petits gestes que tu fais qui vont faire en sorte que ça va arriver ou pas. Donc, pour moi, mon anxiété provient vraiment de mon environnement immédiat. Quand je vais chez les gens, que ce soit en désordre, c'est pas chez moi, ça me fatigue pas. Mais chez moi, ça peut pas être comme ça. Parce que sinon, je serais pas capable de fonctionner, parce que ça va me trotter dans la tête. Parce que là, à ce moment-là, je me mets à penser à toutes les choses que j'ai à faire. C'est quand même très organisé. Oui. Et c'est un peu c'est la qualité puis le défaut du monde, je pense, dans ton domaine sportif, c'est qu'ils sont très organisés. Hein, parce que j'ai regardé une émission à Netflix qui était sur les hommes forts, puis je voyais que ce monde-là était structuré. Puis, tu sais, il faisait du force eating qu'il appelait. Il fallait qu'il se force à manger plusieurs fois par jour de manière très disciplinée. Je me disais, il y a juste ça. Oui, mais tu peux être discipliné dans ce domaine-là. Moi, j'essaie de... Encore une fois... Lui, il est dans tout. Ouais. C'est ce côté-là. Là. C'est pas... la partie d'entraînement est toujours facile pour un athlète. Parce que généralement, c'est la partie que tu aimes faire. Ouais. Mais c'est tout le reste. Et là, pour moi, c'est là que ça a débordé. C'est là que ça prend tout son sens. Je vous dirais maintenant, si tu me demandais c'était quoi mon plus grand accomplissement à mes yeux, c'est pas d'avoir été champion du monde. C'est d'être rendu là. C'est de l'avoir accompli et d'avoir réussi à faire en sorte que les gens me respectent comme un athlète plutôt que comme un freak show ou une bête de cirque. Parce que au niveau des hommes forts, ça a été longtemps comme ça. Parce que les hommes forts, on le connaît maintenant, mais lorsqu'on recule de 20 ans, personne ne savait c'était quoi les hommes forts. Là. Puis personne ne se demandait si tu devais t'entraîner pour tirer un camion, t'étais juste gros, puis t'étais fort. Puis en partant, mais moi, ces stéréotypes-là, puis ces préjugés-là, je les ai vécus toute mon adolescence, je les ai vécus à travers toutes mes études, je les ai vécus dans mon milieu de travail aussi. Parce que t'es différent, t'es costaud, t'es hors norme. Donc pour moi, l'accomplissement est beaucoup plus l'après, il est beaucoup plus dans la manière de l'avoir fait que d'avoir été champion du monde lui-même. Ça, c'est ce qui impressionne les gens. Pour moi, c'est pas la portion qui a été la plus difficile. La portion la plus difficile, c'est d'avoir, à travers tout ce processus-là, réussi à fonctionner, pas perdre le focus, alors que tout le monde autour de toi te prend pas au sérieux et comprennent pas pourquoi tu le fais. Tu sais, quand tu te couches le soir, puis ta conjointe te demande pourquoi, lorsque tu vas t'entraîner, tu t'entraînes de cette manière-là, comme si tu allais aux Olympiques, puis tu y vas pas, ben ça, c'est la personne avec qui tu vis. Fait qu'imaginez-vous les gens qui te regardent et qui ne connaissent pas comment eux te perçoivent. Est-ce que tu penses que ça a eu des moments que ça a été négatif, tout ça, dans le sens des périodes de doute, comme tous les athlètes vivent à un certain moment? Pour moi, ça a été plus les blessures, les setbacks, où à un moment donné, il y a certaines choses qui se produisent, qui tu as l'impression que ça va être difficile à se relever et continuer d'avancer. Mais des périodes de doute, si on revient encore une fois à la base, pour moi,
l'entraînement était vraiment un véhicule pour me sortir de mon milieu. Et quand j'ai commencé à m'entraîner à 12 ans, oui, je m'entraînais pour être le plus fort, mais je m'entraînais surtout pour pouvoir changer mon milieu de vie. Changer un peu la dynamique familiale, la dynamique du petit gars de région qui grandit puis qui travaille dans l'industrie forestière ou l'industrie de la pêche comme pas mal tout le monde qui vit là-bas. Parce que d'avoir des études postsecondaires, c'était pas nécessairement très commun. Donc souvent, ils partaient puis ils revenaient là-bas parce que c'était comme une zone de confort. Donc moi, d'avoir été toujours dans une zone d'inconfort. Donc l'inconfort est devenu une zone de confort. Donc, au final, pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment vécu ça de façon négative. Et les moments négatifs, parce que pour moi, je revenais toujours à la base, puis à ma bouée, puis à mon fort, c'était l'entraînement. Quand je vis des moments difficiles, là, ce qui m'aide à passer au travers, l'entraînement, pas encore maintenant. Parce que lorsque je m'entraîne, je sécrète de l'endorphine. Lorsque je m'entraîne, je sais que je suis en train de faire de quoi de positif. Ça me permet de tout me débarrasser de l'énergie négative que je peux avoir. Et par la suite, là, je suis capable de réfléchir de façon plus calme, d'avoir les idées plus claires et de prendre les bonnes décisions. Donc, généralement, j'adore m'entraîner très tôt puis y aller le matin avant d'aller travailler parce que mes journées de travail sont meilleures. Parce que c'est fait, puis j'ai comme le sentiment, OK, ça c'est fait sur ma checklist, et là, je focus sur le prochain objectif. Ouais. Est-ce que tu penses que si tes parents n'auraient pas été séparés ou une famille là, plus fonctionnelle, est-ce que tu serais ce que tu es aujourd'hui? Très bonne question. J'aime penser que j'aurais pu accomplir plus. Parce qu'avec du support, ça m'était plus fort en équipe que t'es seul. Mm-hmm. Donc, je crois... Mais là, encore une fois, c'est tout hypothétique parce que tu peux pas nécessairement savoir qu'est-ce que ce serait produit si ça n'avait pas été le cas. Mais j'aime penser que si j'avais eu du support, j'avais eu un entourage, j'aurais été mieux équipé, en sachant comment j'étais motivé à faire ce que je faisais, bien, sûrement que j'aurais pu faire mieux. Mais est-ce que tu aurais nécessairement eu l'envie d'être l'homme le plus fort? Ça n'aurait pas été échappatoire, nécessairement? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça s'envisage des deux côtés. Ouais. Dans le sens que peut-être que non, j'aurais pris un autre chemin. Et pour être honnête, possiblement, j'aurais joué au football. Parce que là, j'aurais pu... moi, j'ai payé mes études tout seul. J'ai tout fait tout seul, là. Donc, il y a certaines... j'aurais adoré, moi, faire un sport d'équipe, un sport compétitif d'équipe, puis être un athlète professionnel. Puis à prime abord, c'est un peu ça. J'étais trop costaud pour jouer au hockey. Et quand j'ai commencé à faire les hommes forts, puis éventuellement, j'ai commencé à prendre conscience de ma force, de mes habilités, mais moi, je me suis dit, je vais être un athlète professionnel. Oui, dans une discipline méconnue, mais je vais agir en professionnel. Et ça, je pense qu'on en parle dans le livre, où à un moment donné, j'ai travaillé comme éboueur. Ouais. Un été de temps, puis mon approche était, il n'y a pas de sous-métier, là, parce que s'il n'y a personne pour ramasser les vidanges, ça va être le chaos, là. Mm-hmm. Donc, moi, je vais être un éboueur, mais je vais être un éboueur, un méchant bon éboueur. Et quand j'étais portier, ben, je vais être un méchant bon portier, là. Donc, si t'es pour faire de quoi, fais-le comme un professionnel, parce que c'est la manière dont les gens vont te percevoir. Et c'est ce que je mentionne d'abord. Être un champion, c'est pas le trophée, là, c'est pas le titre. Être un champion, c'est dans la manière dont tu fais les choses. Et des fois, le vrai champion, il termine pas premier. Mais c'est de lui que les gens se souviennent parce que tout ce qu'il fait dans la manière de le faire reflète et rayonne autour de lui. Donc, tu peux être un champion, peut être un médiocre champion ou une médiocre personne médiocre dans la vie. Mais oui, il y a le titre. Mais voudrais-tu que ton garçon lui ressemble? Ou ta petite fille lui ressemble? Donc, pour moi, c'est ça. Être un champion, c'est beaucoup plus dans ta manière de parler, t'habiller, manger, dormir, marcher. Donc, tout ce que tu fais. Et là, à ce moment-là, ça va faire en sorte que les gens, ce qu'ils vont voir plus loin que juste la discipline que tu pratiques. Tu as été homme fort, après tu t'es réinventé, animateur, d'émission. Policier. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus gratifiant? C'est-tu été d'homme fort ou t'être capable de te réinventer puis faire autre chose à un moment donné dans la vie? Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes professionnels, puis j'ai la discussion souvent avec Stéphanie, c'est des athlètes, mais ça va rester toute leur après-carrière des athlètes. Après ça, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Puis tu as réussi, parce que tu as fait, à faire d'autres choses avec ça. Qu'est-ce qui était le plus gratifiant dans le processus de tout ça? Ça a-tu été de réussir à réinventer ta vie? Ça a-tu été d'accomplir certaines choses que tu as accomplies? Qu'est-ce qui a été vraiment intéressant pour toi? Je pense que chaque partie de ma vie a été intéressante. Et chaque partie de ma vie est devenue un peu une marche
pour m'emmener où ce que je suis maintenant. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de moment plus gratifiant que d'autres parce que je considère que j'ai pas terminé, j'ai encore d'autres choses que je veux accomplir. Mais par contre, chaque chose que j'ai fait a été faite de façon à m'emmener où ce que je suis maintenant. Quand j'étais policier, un moment donné, j'étais policier, je voulais pratiquer les hommes forts. C'est pas un accident pourquoi je suis devenu policier. Parce que je savais qu'être un homme fort, tu gagnes pas nécessairement ta vie à lever des roches. Donc, je voulais avoir un plan A qui était d'être policier. Mon plan B était de devenir athlète professionnel. Et finalement, mon plan B est devenu le plan A. Et le plan A est devenu le plan B, C, D. Et là, on est passé à d'autres choses. Donc, finalement, chaque chose que je fais m'amène des habilités et des compétences qui me sont utiles après ça pour continuer à me transformer et me moduler dans d'autres choses ou vers d'autres choses. Et le d'autres choses en question peut être des projets qui m'intéressent, peut être des défis que je me lance, mais au final, moi, je me lève pas un matin pour aller travailler. Chaque matin, je me lève, c'est que je m'en vais faire quelque chose que j'aime. Parce que si j'aime pas ça, je le fais pas. Donc, mes énergies sont pas axées, mes motivations sont pas axées sur comment ça paye. Mes motivations sont pas axées sur le fait de devenir populaire ou être célèbre. Ça, ce sont des effets secondaires des activités que tu fais et j'ai aucun contrôle là-dessus. Les gens t'aiment ou les gens t'aiment pas. Je contrôle pas ça. Puis pour être honnête, c'est pas nécessairement quelque chose sur quoi je m'attarde beaucoup. Oui, t'aimes mieux que les gens t'aiment que t'aimes pas, mais j'ai été tellement habitué d'être un peu mis à l'écart que finalement, j'ai appris à fonctionner sans vraiment avoir à me soucier si les gens m'aiment ou m'aiment pas. Donc ça, c'est un autre côté, je pense que c'est une autre force, c'est que tu fais ce que tu as à faire du mieux que tu peux, puis je me dis, par contre, je me fais un point d'honneur de faire les choses d'une manière où ce que je veux projeter l'image de quelqu'un qui est intègre, de quelqu'un qui est professionnel, de quelqu'un qui peut être un exemple, un modèle, parce que ta célébrité t'amène à te faire regarder. Et ça, mon métier de policier m'a vraiment aidé. Parce que lorsque t'es policier 24 heures sur 24, même quand tu portes pas l'uniforme. Les voisins savent que t'es policier. Les gens qui te connaissent le savent. Et il y a des gens que tu connais pas qui savent que t'es policier. Donc, tu peux pas être un bum quand t'as pas ton uniforme. Et quand tu mets ton uniforme, finalement, là, tu deviens un policier. Ouais, la force de l'ordre. Ça fonctionne pas comme ça. Et ça m'a été très utile dans mon rôle d'homme fort. Et ça m'a été très utile aussi maintenant dans mon rôle de personnalité publique. Parce que tu es conscient que les gens te reconnaissent. Et à partir de ce moment-là, le moindre faux pas que tu vas faire, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Donc... Est-ce que tu as changé est-ce que tu as senti un changement de la façon que les gens te regardaient? Il y avait Hugo Girard qui n'était pas connu vraiment. Puis là, tu es un homme fort connu. Est-ce que tu as vu dans le regard des gens un changement par rapport à la perception qu'il y avait de toi? Parce qu'à un moment donné, comme tu disais, t'es costaud, le monde sont impressionnés, tu sais pas trop à quoi ils pensent quand ils te regardent. Là, c'est différent maintenant. J'ai toujours été quand même dans le regard des gens de par ma stature. Aussi loin que je me souviens, moi, j'aurais aimé ça être, pendant longtemps, être invisible. Mais tu l'es pas. Donc, partout où j'allais, pendant longtemps, je voyais mon physique un peu comme une plague. Un peu comme quelque chose de négatif parce que ça me donnait une attention que je voulais pas nécessairement avoir parce qu'elle était pas positive, l'attention que j'avais. Le fameux regard que je percevais, c'était pas quelque chose qui me plaisait beaucoup la plupart du temps. Et malheureusement, partout où j'allais, à chaque étape de ma vie, c'est mon physique qu'on voit en premier, il t'attirait l'attention. C'est dans ton livre que je disais que tu n'avais même peur de tirer la Oui, j'étais dans l'autobus puis je voulais pas tirer sa corde parce que quand je me bourrais pour tirer sa corde, tout le monde me regardait. Puis là, ça me fatiguait. Là. Et là-bas, quand je suis arrivé en ville, c'est vraiment là que ça m'a frappé parce que là, les gens te connaissent pas. Puis là, ils te regardent vraiment comme si t'étais un martien. Là. Et c'était tout le temps. Et c'est comme... Puis ça, mais j'étais pas habitué à ça. Moi, j'arrivais à la Côte-Nord, tout le monde me connaissait. Fait que là, à un moment donné, tu te fondais un peu dans le paysage parce qu'à force de te voir, on ne te voit plus. Exactement. Et là, tu arrives en ville, là, puis c'est comme... C'est quoi cette affaire-là, là? Fait que mon milieu, quand j'arrivais dans un gym, là, c'est différent, ça devenait positif. Mais quand j'étais dans le monde, j'avais pas ce regard positif-là. Puis oui, effectivement, à mesure que les gens commençaient à comprendre qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et ça, c'en est une des choses que j'ai été capable de faire, c'est d'éduquer les gens sur la discipline que je faisais. Et surtout les éduquer sur les motivations derrière cette discipline-là. Et là, finalement, puis une façon de l'expliquer, je m'imagine, moi, que quand ils ont inventé le hockey, puis qu'il n'y avait pas de pièces de sécurité, de protection,
Mais moi, j'imagine quelqu'un qui s'installe devant les buts à essayer d'arrêter une rondelle, puis il n'y a pas de masque, puis il n'y a à peu près rien pour le protéger. C'est pas nécessairement le gars le plus brillant de la gang. Et là, maintenant, ben, ils gagnent des millions par année parce que ça a pris toute une ampleur. Ben, c'est sensiblement le même processus. Où ce qu'à un moment donné, ben, t'éduques les gens derrière mes motivations. Pourquoi je vais faire ça? Au final, ben, la pierre que tu veux soulever représente un autre défi pour quelqu'un d'autre. Et je considère que je suis une personne ordinaire qui accomplit des choses extraordinaires, mais en faisant ça, t'emmènes les gens ordinaires, parce qu'on est tous à la base ordinaire, à prendre conscience que eux aussi peuvent faire des choses extraordinaires. Ouais, c'est bien dit, ça. C'est ce que je me disais aussi hier quand je te disais la conversation que j'avais avec moi-même par rapport à faire un ultramarathon. On disait, écoute, il n'y a pas grand monde qui peut faire ça, mais en même temps, tout le monde peut le faire. Tu peux inspirer tout le monde à le faire, en fait. C'est sûr qu'à un moment donné, tu dis, je veux devenir un homme fort, je ne serai jamais aussi fort que toi. Mais tout le monde peut être le plus fort. Mais tu peux être fort qu'il peut être. Exactement. Exact. Donc, finalement, ben, tu viens de l'expliquer aussi, c'est que c'est pas tout le monde, mais c'est une question de choix. C'est que malheureusement, de repousser ses limites et de mettre la barre haute, c'est pas commun. C'est pas la norme et c'est pas ça le moule. Donc, on est un peu tous comme des moutons et amenés à agir comme des moutons. Sors pas trop du lot, dépasse pas trop d'air. Donc, t'as 90% des gens qui regardent un 10% en se disant, moi, j'aimerais ça être comme eux. Mais ils sont pas prêts à faire les sacrifices que ça prend pour y arriver. Tu commences pas à faire un ultramarathon du jour au lendemain. Donc, peu importe quelle discipline sportive que tu pratiques, il y a une différence entre le pratiquer pour avoir du plaisir, puis s'amuser, puis se mettre en forme, et le pratiquer pour être le meilleur. Et chaque discipline, chaque personne qui réussit et qui sort du lot doit faire les choses autrement que les autres. Sinon, il fait juste le faire comme les autres. Il fait partie du groupe. Ouais. Et que ce soit en affaires, que ce soit en discipline sportive, que ce soit dans ton monde personnel, ben, je considère, moi, qu'être un parent, c'est exactement la même chose. Tu peux être un parent ordinaire ou tu peux être un parent extraordinaire. Donc, la différence, c'est quoi? C'est l'extra que tu vas faire. Donc, quelqu'un qui est ordinaire, mais qui se pose la question, qu'est-ce que je fais qui fait en sorte que je ne sors pas de ce monde-là d'être ordinaire? C'est parce que je fais pas d'extra pour me sortir et m'élever au-dessus des autres. Et ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est là que ça demande la confiance en soi. Ça demande un certain laisser-aller sur ta zone de confort, parce que tu dois en sortir. Voilà, c'est certain. Parce que aussitôt que tu restes dans ta zone de confort, ben, c'est dur d'en changer. Mais combien de gens qui pratiquent un métier qui sont pas heureux, puis qui n'arrêtent pas de se plaindre, puis ils aimeraient ci, ils aimeraient ça, mais qu'est-ce que tu fais pour faire ça? Ça retourne à l'école. Ouais, mais si je retourne à l'école, moi, ma maison, vous avez fait, vendez. Le monde sont bons dans les excuses. Ben, c'est ce que je rappelle. Moi, tout le monde a une bonne excuse pour expliquer sa médiocrité. Ça me chicote dans la tête parce que, comme si je t'ai dit, j'ai été policier tantôt, puis quand je faisais tous mes chiffres de nuit, je passais tout le temps à Saint-Denis, puis Beaubien, puis c'était toujours le grand Antonio qui était assis dehors au Dunkin' Donuts, puis c'était rendu, il a vécu en marge, là, la fin de sa vie. Comment tu vois ça, voir un homme fort, quelqu'un un peu, tu sais, qui était dans ta catégorie de personnes qui a réussi quand même des bonnes choses, qui a terminé une vie un peu en marge? De cette compassion pour le gars, t'as-tu... J'ai pas beaucoup de compassion parce que il manque des données. Là. Est-ce qu'il y avait des problèmes de santé mentale? C'est une des questions qu'on peut se poser. Au niveau de ses accomplissements, il était différent, il avait un style, il était unique en tant que personnalité. Il était flamboyant. Il était flamboyant, mais c'était pas nécessairement flamboyant comme c'était... comment on dit ça? Programmé, là. C'était sa façon d'être, et les gens s'en sont intéressés. Donc, ma comparaison, si je me comparais, mettons, au Grand Antonio, le Grand Antonio était plutôt plus près, lui, du côté spectacle que du côté performance. Est-ce que c'était quelqu'un qui s'entraînait? Je crois pas que c'était quelqu'un qui s'entraînait. C'était naturellement qui faisait des... Oui, mais il était costaud, il était doté d'une force surhumaine, puis, ben, à sa manière, il l'exploitait. Puis il vivait un peu dans son monde, ce qui m'amène à me poser des questions parce que, selon moi, il aurait pu travailler. Donc, il n'était pas nécessairement obligé de terminer sa vie de la manière qu'il le fait. Donc, on revient toujours à une question. Question de choix aussi. Voilà, on a tous des choix à faire. Donc, comment tu vas vivre ta vie et comment ça va se dérouler, c'est strictement en fonction
de toi, ce que tu veux, et des choix que tu vas faire. Et des choix, mais des fois, ils sont pas faciles. Donc, c'est ce qui m'amène à penser que peut-être le grand Antonio avait peut-être de quoi qu'on sait pas, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, il a déconnecté, puis il vivait de la manière qu'il vivait, ou c'était seulement qu'une question de choix, puis il était heureux là-dedans. Et si c'est le cas, ben, tant mieux pour lui, parce que au final, t'es qui pour juger les choix d'une personne? C'est drôle parce que quand je patrouillais dans la police, puis de la manière que tu me parlais, tu avais sûrement le même mindset, je me disais, les gens que tu rencontres dans différentes situations, ils sont souvent là par choix. Ils font le choix d'être là, puis comme policier, tu interviens sur une situation X, mais c'est son choix de s'en sortir ou de rester là. C'est-tu même que tu voyais ta profession aussi? Oui, ma profession est simple. Moi, je me voyais mon travail de policier, parce qu'un policier, c'est un peu comme un bon père de famille. Là. C'est quelqu'un là que t'es mal pris, puis là, tu l'appelles. C'est comme ça que moi, je vois la police. Malheureusement, c'est pas nécessairement comme ça que la police est perçue et que la police est utilisée de nos jours. Mais il y a été une époque où le policier il parlait à tout le monde dans le village. Et que tout le monde le connaissait. Puis on demande des questions aux policiers qui n'est pas d'ordre judiciaire ou qui ne fait pas partie nécessairement du travail de la police, mais on demandait conseil parce qu'on respectait son jugement. Donc, c'est un peu comme ça que je voyais ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent la police pour des problèmes qui n'ont pas rapport à la police. Et là, tu deviens un peu la personne qui va l'indiquer vers où aller pour aller chercher des ressources, pour pouvoir régler et trouver des solutions à ces problèmes. Donc, le volet policier n'est pas nécessairement toujours de la répression. Il y en a beaucoup que c'est de l'information. Le contact, moi, je crois beaucoup au contact humain et le contact avec la population. Puis, mon travail de policier, c'est comme ça que je le voyais. Quand quelqu'un fait de quoi, malheureusement, c'est ton travail, puis moi, je suis conséquent. Donc, je considère que si tu as mal agi, ben, il va y avoir une conséquence, puis j'ai aucun problème avec ça, parce que je vais être le premier à faire la même chose. Lorsque je me fais prendre ou si je fais quelque chose que je devrais pas faire, ben, j'assume les conséquences qui viennent avec. Parce que c'est toi qui as fait le choix. Comment tu vois ça, la police, de nos jours? Puisque il y a eu un gros changement depuis quand on était policiers tous les deux à aujourd'hui. C'est deux mondes complètement différents. Comment tu vois ça? Est-ce que tu le ferais le même travail aujourd'hui? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je crois qu'on a la police qu'on veut avoir. On a nos dirigeants. C'est eux qui dirigent la direction, parce que le policier sur le terrain, lui, il travaille de la manière dont on lui apprend, puis il applique les lois et règlements qu'on lui demande d'appliquer. Et il agit de la manière dont on veut qu'il agisse. Donc, finalement, on est dans une société où on est très tolérant. Ton travail de policier est vraiment pas évident maintenant, parce que tout le monde a un téléphone cellulaire. Tout le monde filme. Et ce que je déplore, c'est que malheureusement, à cause des histoires de conventions collectives et des négociations, mais lorsqu'on tombe en négociation, on a tendance à taper sur le métier de policier et le dégrader un petit peu. Et lorsque c'est réglé, maintenant, on voudrait que tout le monde les aime. Donc, les policiers sont dans une situation qui est vraiment pas facile pour effectuer leur travail, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui n'existaient pas à une autre époque. Donc, ça a évolué, ça a changé, mais ça reste que malheureusement, lorsqu'on appelle la police, c'est pas parce que les choses vont bien. Et si on veut que les policiers soient capables de faire leur travail, il faut leur donner des pouvoirs et laisser appliquer ces pouvoirs-là. Et malheureusement, ben, des fois, ils le font, et ensuite sont jugés, puis comme on dit souvent, hein, c'est facile de juger d'une situation. On n'était pas là, tu sais. Puis on n'était pas là, puis tu as beaucoup de temps pour l'analyser, Oui, alors que quand tu arrives sur place, tu vois, tu as des fractions de secondes pour réagir. Puis, encore une fois, chaque personne est différente. Sa tolérance au danger, la tienne, la mienne, la tienne n'est peut-être pas la même. Et mais là, on arrive dans une situation où tu appliques des lois et règlements, et pour la même situation X, on va peut-être avoir 3 interventions complètement différentes. Mais on va avoir des gens, eux, qui vont analyser ça, qui vont décider si tu as pris la bonne ou la mauvaise décision. Le facteur humain existe là parce que malheureusement, on est des êtres avec des émotions. Donc, tu ne peux pas faire fi de ça dans ton travail. La peur, on va tous la vivre d'une certaine manière, on va la vivre d'une façon différente. Mais je peux être conscient, par contre, que si toi, tu as peur d'être agressé, ben peut-être tu vas réagir plus rapidement que moi, parce que cette même peur-là va peut-être venir plus loin pour moi. Donc, dans ton échelle d'application de la force, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même échelle, mais c'est pas vrai que tout le monde va l'appliquer de la même manière, parce que tout le monde est différent. Tantôt, tu parlais de des collègues policiers, ou tu parlais, en fait, de fonds de pension, puis tout ça. Ouais. Moi, c'est souvent le commentaire que j'ai. T'es chanceux, Maxime, de faire maintenant ce que t'aimes faire dans la vie. De réaliser un rêve. Chanceux. Chanceux. Est-ce que t'as entendu ça souvent, toi aussi? Chanceux. Moi, ce que j'ai entendu, c'est les gens comprenaient pas pourquoi
J'avais... C'est la police. Ouais, franchir la police. Là, c'était comme, mais pourquoi t'as fait ça? T'as le fonds de pension. Comme je l'ai mentionné, moi, j'évalue pas la vie en fonction de la longévité et en fonction de la sécurité d'emploi. Puis encore une fois, ça, c'est un moule. Oui, tu vas avoir ça. Moi, je me dis, tant que je vais être capable de mettre un pied devant l'autre, je vais être capable de travailler. Puis la dernière chose que je veux faire, c'est me ramasser un jour, puis regarder en arrière ce que j'ai fait, puis de me dire, j'aurais donc dû. Et d'avoir passé aux côtés de mes rêves. Avoir passé aux côtés des choses que je voulais accomplir pour la simple et unique raison que je voulais avoir un fonds de pension et une sécurité. Parce que on va tous vieillir un jour. Et ce qui est malheureux, c'est qu'une fois que tu as pris ta fameuse pension, si tu t'y rends, c'est pas combien de temps il faut pouvoir en profiter. Oui, exact. Donc, tu vas avoir fait des choix basés sur ce que je considère, moi, c'est ce que j'appelle les mauvaises raisons, pour au final peut-être avoir 3, 4, 5 ans à en profiter. Puis vas-tu en profiter tant que ça? Parce que si tu regardes ça, comparativement à tous les regrets que tu vas avoir, parce que les rêves ont de valeur, eux aussi. Exact. Et ces rêves-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, en accomplissant ton rêve, tu montres à tes enfants de le faire eux aussi. Tout à fait. Donc, c'est ce côté-là où chaque personne qui réussit, chaque personne qui s'accomplit en fonction de ses rêves et objectifs, influence d'autres à le faire eux autres mêmes. Et c'est là que tout d'un coup, tu changes une société et que tu changes les gens. Donc, au lieu de les emmener à agir en mouton, tout d'un coup, tu les mets à faire en sorte qu'ils vont prendre des réflexions, puis ils vont se dire, OK, moi aussi, je peux. Sortir de ma zone de confort, puis aller de l'avant. Moi, quand j'ai pris ma décision de la police, en fait, je m'en souviens comme c'était hier. En fait, j'ai pris pour 2 raisons. Puis la première, c'était exactement pour les mêmes choses que toi. Parce que quand c'est arrivé, je m'en souviens comme c'était hier. J'avais pris 2 années de sans solde à la fin de ma carrière de policier pour faire de la business. J'avais 2 ans pour décider ce que j'allais faire dans la vie. Puis, 2-3 jours avant, je cherchais ma fille à l'école. Je descendais le boulevard Saint-Michel, puis je regardais ma fille dans le rétroviseur, puis je dis Papa, il retourne-tu en police? Elle dit non, je te verrai pas assez souvent. Fait que ça, c'était le déclencheur. Fait que je dis écoute, j'ai pas le choix de montrer à mes enfants que tu fais ce que tu aimes dans la vie, puis tu n'en vas pas faire du temps. Parce que c'est du temps, à mon avis, dans le job. Quand tu n'aimes pas ta job, tu vas faire du temps tous les jours. C'est une prison. Oui. Puis là, la question, tout le monde me disait Maxime, pourquoi tu as lâché la police? La réponse qui m'est toujours venue en tête, puis je l'ai déjà dit sur le podcast même, parce que c'était la réponse la plus simple, c'était écoute, on vit pas pour un fonds de pension, on vit pour une passion dans la vie. Puis ça a été comme ça, je l'ai dit, puis ça a toujours été ça. Fait que. Et quand on fait des choses avec passion, là, on réussit. Exact. Le succès vient. Le succès vient avec. Exact. Le degré de succès va être différent. Vous savez, c'est pas tout le monde qui va devenir millionnaire, mais est-ce que tu évalues le succès en fonction d'un montant? Exact. Tu vas évaluer un succès en fonction relatif. du sentiment que ça va te donner. Parce que c'est ça, une passion. De faire les choses qu'on aime. Quand tu fais des choses que tu aimes, mais tu aimes ça pas plus que d'autres choses, ben, tu le fais de façon ordinaire. Puis tu vas Et là, on revient. Exactement. Mais quand tu fais de quoi qui te passionne, tu peux pas faire de quoi avec passion de façon ordinaire. Parce qu'il y a une passion derrière ça. Il y a quelque chose qui te pousse puis qui t'amène à faire plus, puis à en mettre plus, puis à te donner plus. Et cet extra-là fait en sorte que là, tu sors de la zone d'être ordinaire et éventuellement, ça va être reconnu, ça va rejaillir, il va y avoir un résultat de ça et ça va être l'équivalent de comment tu vas l'avoir fait, avec quelle passion tu vas être mis dans ça. Ça va être l'équivalent, je pense, de la valeur que tu amènes aux gens. Exactement. Toi. Je pense que c'est la grosse affaire dans la vie, puis en affaires, puis même que ce soit en business, en show business même. Là, tu touches la valeur que tu amènes et cette valeur-là, c'est dans la manière qu'ils te perçoivent. Ouais. Donc, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Non. Le seul contrôle que tu as, c'est ce que tu fais, dans la manière que tu le fais. À partir de là, le reste, ça ne t'appartient plus. Hugo, être père dans la vie, ça veut dire quoi pour toi? Ouf! Ça, c'est des responsabilités. Ça, c'est des responsabilités. Écoute, moi, on a chacun notre façon de faire. Je me considère pas, je suis pas le père le plus présent. On est séparés. Il vit à Québec, je vis à Montréal. Donc, pour moi, ma manière de rationaliser mon rôle de père, c'est de faire exactement ce qu'on dit. C'est de faire ce que j'ai à faire, de lui montrer l'exemple. Je fais pas toujours, comme je lui dis tout le temps, c'est pas toujours le fun, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Et je le fais surtout parce que ça fait partie d'un ensemble qui est le fun à faire. Parce que c'est d'essayer de l'emmener, parce que l'enfant ne raisonne pas comme nous autres. Donc, il n'y a pas la même perception. C'est de l'emmener à avoir de comprendre que ce que je fais maintenant, c'est pour que lui soit en sorte de voir un modèle, pour que lui soit capable de mener sa propre vie. Parce que je me dis, étant donné que je peux pas être aussi présent que je peux, puis avoir l'influence que j'aimerais avoir, ben je le fais à ma manière, en faisant les choses de la manière que je le fais. Puis lorsque lui, il voit le beau. Ouais.
C'est ça qu'il voit. Puis c'est un peu malheureux parce qu'il faut que je l'amène à voir l'inverse. Il m'a donné un exemple. Moi, l'été, il vient habiter chez moi, puis la première été qu'il est venu, là, sa crainte, c'est « Ouais, mais je te verrai jamais. Tu travailles tout le temps. » Là, ma réponse a été, parce que là, je me suis organisé en conséquence, j'ai dit « Toi, ta mère, elle travaille? » Il dit « Oui. » « T'as vois quand? » Ben, le soir, quand j'arrive à la maison. Ben, il dit « Papa va être le soir. » Fait que je vais juste m'arranger, puis c'est juste qu'il va arriver des moments où je vais quitter. Puis des fois, tu vas venir avec moi. Des fois, tu viendras pas, mais... On s'adapte. On s'adapte, exactement. Mais, en même temps, je lui fais vivre des choses qui sortent de l'ordinaire. Exact. Parce que tu l'emmènes... On est allé dans un avion de l'Élysée. On était seulement que nous autres, lui et ses amis, pour aller faire une activité promotionnelle. Puis là, il a capoté là-dessus. Là, t'es dans l'avion, t'as l'avion à toi tout seul, puis il y a plein de choses à manger, des choses à boire. Puis là, s'assoyer dans tous les sièges, puis on peut se coucher. Ben, je me dis, j'aurais aimé ça vivre ça à son âge. Fait qu'il est capable de vivre des choses différemment. Puis dans le différemment, j'essaie de lui faire comprendre que c'est pas nécessairement un luxe et que faut que tu te considères chanceux. Puis en même temps, dans ton considérage d'être chanceux, si je peux dire, excusez le français, c'est de prendre conscience que c'est pas de la chance, t'es rendu là, c'est le travail. Ouais. Et c'est le résultat du travail qui fait qu'on peut vivre ça. Donc, si lui veut vivre des choses extraordinaires, ben, il faut que tu fasses de l'extra. Et là, ben, on se parle quand même souvent, très souvent d'ailleurs. Puis à l'école, puis là, je tape toujours sur le même clou. Et là, en vieillissant, il commence un peu à comprendre par lui-même parce qu'il m'arrive avec des exemples. Parce que là, je lui mentionnais, il joue au football. Là, il était blessé. Puis, ça ne tentait pas d'aller voir la game et de ne pas jouer. Et là, je lui ai expliqué que ça fait partie des responsabilités de coéquipier d'y aller. Exact. Et je lui ai expliqué aussi que pendant que tu joues pas, toi, tu peux observer. Parce que moi, j'étais allé le voir une game, puis je me suis rendu compte, sur le jeu, tu l'observes, mais j'ai aussi observé lorsqu'il joue pas. Donc, quand la ligne défensive débarque, ben, il est sur le terrain, puis qu'est-ce qu'il faisait? Là, il dit là, c'est pas le temps d'avoir du fun, c'est le temps d'observer le jeu pour comprendre qu'est-ce qui se fait. Tu vas voir des positions, puis là, il y a quelqu'un qui joue ta position de l'autre équipe, regarde-la aller. Toi, ça va te permettre d'apprendre. Donc, ça fait partie de la fameuse extra. Et là, je lui ai dit, tu sais, moi, papa, là, si tu jouais à une autre discipline, tu participais à d'autres choses, j'irais te voir faire d'autres choses. Je vais pas voir le football au football parce que je tripe sur le football tant que ça. J'aime ça parce que t'es là. Et quand je vais là, moi, je t'observe. Puis quand t'es sur le terrain, je t'observe. Puis quand tu l'es pas, je t'observe aussi. Puis là, ben, je lui ai fait comprendre qu'à un moment donné, c'est ce que lui fait qui est important. Parce qu'à un moment donné, il m'a dit, ouais, mais il dit, c'est normal, tu viens me voir moi parce que tu veux voir ce que je fais. Je dis, OK. C'est quoi qui est important? Ben, c'est ce que je fais. OK. Tu viens de toucher un point, là. Fait que qu'est-ce que tu fais quand tu débarques du terrain? Ça, c'est important. Fait que c'est toutes ces petites subtilités-là qui font la différence entre quelqu'un qui se démarque des autres et quelqu'un qui se démarque pas, parce que ça devient une question d'attitude. Je lui ai expliqué. Pendant que tu es en train de jouer avec tes amis, toi, tu t'en rends peut-être pas compte, mais ton coach, à un moment donné, il jette un regard, puis il voit que t'es pas concentré sur le jeu, mais il en voit un autre qui est concentré. Le prochain joueur qui va embarquer sur le terrain, ça va être qui? Celui-là qui est le plus près. Et ta préparation n'est pas juste physique, elle est mentale. Donc, c'est difficile pour un jeune de 13 ans de l'emmener à comprendre tout ça, parce que c'est très condensé, c'est très subtil, c'est pas évident. Mais plus tôt tu comprends ça, plus tôt tu t'élèves au-dessus de la masse. Est-ce qu'il est structuré autant que toi? Il est structuré. Pour son âge, sur certaines affaires, il m'impressionne. Et sur d'autres, ben, il m'impressionne un peu moins. C'est pas le premier parent qui vient ici qui dit ça. C'est normal, je pense. Oui, effectivement. Si t'avais une chose que t'aimerais juste une chose que t'aimerais que ton enfant retienne. Que le résultat est à la hauteur du travail que tu fais. Parce que malheureusement, puis les enfants, c'est un peu comme ça, il n'a pas vécu la même enfance que moi. Je considère qu'il y a une enfance, c'est un enfant qui est favorisé par la vie, là. Il parle des trois langues, il va à l'école privée, il pratique des disciplines, il fait du ski. Donc, c'est toutes des disciplines qui emmènent un certain lot. Il faut que tu sois capable de le supporter, là. Donc, quand tu regardes d'autres jeunes qui n'ont pas ça, il faut que tu te dises, à un moment donné, t'es chanceux, là. Puis d'ailleurs, ben, il y en a vécu une conséquence. Il y avait un camp de ski qu'il voulait aller faire. L'an passé, il y a été. Puis il y a eu une saison, il y a une saison correcte. Mais moi, je réévalue pas en fonction des résultats, je réévalue en fonction de l'attitude. Puis là, ce que je me suis rendu compte que l'attitude lors des courses, à un moment donné, ils vont étudier le parcours, puis ben, toute sa petite gang ont manqué une gate, ben, c'est parce qu'ils ont mal étudié le parcours. Puis moi, je suis capable de lire entre les lignes. Puis là, je lui demande, OK, vous avez fait quoi, là? Tu as étudié le parcours, on le savait, mais t'as fait quoi, là? Tu ne faut pas croire que tu as étudié le parcours, là, puis que
Ouais, ça, niaiser, ben c'est ça. Mais là, t'as niaisé, t'as manqué à gay. J'ai dit, moi, je n'irais pas te récompenser avec un camp. Quand toi, tu fais pas le minimum, et le minimum que je te demande, tu peux niaiser l'impratique, tu peux avoir du fun, du plaisir, mais quand t'arrives là, c'est sérieux. Puis moi, je me déplace pour venir te voir, pour faire de quoi sérieusement. Fait qu'il dit, quand tu le fais pas sérieusement, moi, le message que ça m'envoie, c'est que c'est pas si important que ça. Fait qu'il dit, malheureusement, le cas de ski, je peux pas te récompenser. Ça serait de récompenser, encore une fois, la médiocrité. Puis moi, ça passe pas. Il dit, chez nous, on n'est pas médiocre. Une expression en anglais qui dit « standing on the shoulder of a giant ». Est-ce que tu penses que ton gars, il a cette pression-là d'être le fils à Hugo Girard? Je vais être honnête, je le sais pas. Je le sais pas, on n'a pas eu cette conversation-là. J'ai pas eu nécessairement d'écho non plus là-dessus. Je peux comprendre que peut-être ça peut avoir un certain poids, mais je pense qu'on n'est pas encore rendu à cette étape-là. Parce que là, il vit un peu les retours positifs de ça, parce que c'est comme le petit gars cool, parce que qui est son père? Donc, ça y emmène certains avantages, ça emmène le fait qu'ils sont cool, que t'es capable d'avoir plus de chums, puis là, ben, c'est ça que j'essaie de le ramener, c'est que tes chums, c'est bien le fun quand c'est cool. Mais quand c'est moins cool, t'en as moins de chums. Il dit, à un moment donné, il faut que tu décides comment que tu veux être cool. Parce qu'en vieillissant, être cool, c'est un peu ça. C'est celui-là qui va s'élever au-dessus de la masse, il va rester cool. Tu disais ton gars que toi, t'étais pas cool à l'école? T'étais pas reconnu comme être le gars populaire? J'étais pas... je lui ai pas expliqué ça comme ça, je lui ai expliqué un peu parce que, à sa manière, il vit certaines choses, il a la difficulté un peu d'avoir des amis. Puis, ça, je lui ai mentionné que c'était pas nécessairement négatif. Tu vas l'emmener de voir le bon côté des choses. Parce que d'avoir des amis pour avoir des amis, là, c'est tel que tel. Ce que tu veux, c'est avoir des bons amis. Exact, des amis qui durent. Exactement. Puis souvent, à l'école, ben, moi, je me rappelle, les cool, ben, dans la vie plus tard, 20 ans. Ils sont moins cool. Ils sont pas si cool que ça. Parce qu'ils ont, mais c'est ça, c'était peut-être un peu trop cool. Ou ils vivent encore dans le passé. Ouais. Ah ouais, c'était le fun, mais. Donc, t'avais 16 ans. Fait que il y a encore du travail à faire, mais c'est ça, être un enfant, puis c'est ça ton rôle de parent, justement. C'est de l'épauler, puis de tenter de lui passer des outils, puis de l'aider à comprendre certaines situations. Puis lorsqu'il va vivre le moment où, à un moment donné, peut-être qu'il va sentir une pression, c'est de l'emmener à prendre conscience qu'il n'y a pas à rien prouver aux autres ou à lui-même en tant que tel, il y a juste à être lui-même. Mais c'est sûr que, je vais dire aussi en même temps, tu peux être toi-même, mais tu peux pas être médiocre, là. Faut que... Mais j'aimais ça dans ton livre, tu parlais, puis ça m'a inspiré, ça aussi, tu disais, tu veux que ton gars il ait une influence ou le plus grand impact dans sa vie vienne de l'intérieur, de la famille, ouais. Qui viennent de toi idéalement, puis moi, mes buts dans la vie, c'est que mes filles, quand elles vont être grandes, puis ils me disent, ben écoute, papa, tu nous as vraiment influencé dans la vie. Puis je pense que c'est le rêve de tout père. Hein. Ben, je crois que c'est notre rôle de parent, pas juste du père. Je pense que en tant que parent, c'est une responsabilité que tu as. C'est de lui montrer la voie, lui montrer l'exemple. Et ça, tu peux pas le faire à moitié. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui pense pareil. Puis oui, effectivement, il n'y a pas de guide. Exact. Je pense pas, puis pour être honnête, si tu me demandais de m'évaluer comme père, je pense que je pourrais être meilleur. Parce qu'il y a des parties qui excellent mieux que d'autres. Puis pourquoi je vais répondre ça, c'est parce que je peux toujours être meilleur en partant. Mm-hmm. Mais effectivement, je me dis, ben OK, sur ce que je vais être bon, par contre, je vais lui donner tout ce que je peux. Faire de son mieux tout le temps. Exactement. Tu as parlé dans ton livre aussi, je t'en parle parce que tout le monde qui est venu ici, tous les entrepreneurs, tous les athlètes qui sont venus ont vécu une séparation. Oui. Tu t'en parles dans ton livre, ça a été un moment charnière de ta vie qui était difficile. Si tu avais à vivre une séparation, parce qu'il y a du monde qui en vit tous les jours, qui nous en parle, comment tu la vivrais? Comment tu ferais ça? Ben, comme j'ai mentionné, j'aurais lâché prise plus tôt. C'est parce que maintenant, j'analyse, c'est toujours plus facile d'analyser ça avec du recul. C'est qu'en lâchant prise plus tôt, ben, tu vas plutôt travailler sur toi parce que finalement, c'est un peu ça qui se produit. Hein. Une séparation, c'est jamais 100% d'un bord ou 100% de l'autre. Puis à un moment donné, si tu veux sauver les meubles, parce que c'est ce que j'ai tenté de faire, mais j'ai été très boiteux dans ma manière de le faire. Donc, c'est que si tu lâches prise et tu prends du recul puis tu travailles sur toi, peut-être que c'est vers là que ça va te ramener et peut-être pas. Mais finalement, tu seras pas en train de faire plus de mal et te faire plus de mal non plus.
Et effectivement, quand tu es dedans, parce que je me suis rendu compte, il y a eu plusieurs années, là, j'avais de la difficulté à lire tellement que je trouvais ça lourd, là, puis que ça allait pas bien. Là. Puis j'étais plus capable de lire un article du début à la fin. Je pouvais pas lire un livre non plus. J'avais de la difficulté vraiment. La seule place que ça allait bien, c'est le travail et l'entraînement. Mais tout le reste, c'est un peu comme si j'avais perdu là, mes balises. Là. Donc, je revenais encore une fois à la base. Donc, ce qui m'amène à venir à dire avec du recul, ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment prendre du recul, sortir de là et vraiment faire une introspection sur moi-même et travailler sur moi, ce que j'ai fait par la suite. Parce que je considère maintenant que je suis beaucoup mieux équipé que je l'étais à l'époque pour vivre ça. Mais pourquoi je suis mieux équipé? Parce que j'ai travaillé sur moi. Mm-hmm. Parce que ça part toujours de toi. C'est pas la question à savoir c'est la faute de l'autre et rejeter le blâme. C'est de prendre ce qui te revient, puis travailler là-dessus, puis analyser ce qui t'emmenait là. Puis là, à un moment donné, lorsque les émotions descendent, là, tu deviens un peu plus rationnel et là, tu es en mesure de voir un peu plus clair. L'intelligence émotionnelle. Exactement. C'est difficile, on en parle beaucoup, mais c'est difficile, cette intelligence émotionnelle-là. Ouais. Parce que les émotions, on ne contrôle pas ça. C'est là, pour moi, qui a été un éveil, parce que je contrôle tout. Mais ça, malheureusement, t'es pas capable vraiment de le contrôler. Je pense que beaucoup de personnes ont de la misère avec... Ben, tout le monde. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Si t'as pas de misère avec ça, c'est parce que t'avais pas nécessairement d'émotion. Exact. Parce que c'est facile d'être dans le rationnel. Moi, casser des gens, ça m'est arrivé souvent. Là. Puis, c'est pas quelque chose que je trouve difficile, mais émotionnellement, je suis pas impliqué dans le débat. Ces personnes-là, oui, ça peut être des amis, ça peut être du monde, des connaissances, mais ils ont pas le même impact que ta conjointe ou ton conjoint, quelqu'un avec qui tu as eu des enfants. Puis là, ben, tu réalises parfois que tu as fait des mauvaises erreurs, et là, j'en parle aussi. Faut que tu saches ce que tu veux dans la vie, puis faut que tu saches ce que tu veux pas. Et c'est beaucoup plus facile de cibler qu'est-ce que tu veux que qu'est-ce que tu veux pas. Parce que notre vision, notre attention est toujours centrée sur ce qu'on veut avoir. Donc, de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pas? Et lorsqu'on commence vraiment à analyser ça comme ça, puis qu'on l'emmène dans le monde relationnel, bien, ça te permet d'éviter possiblement de faire des mauvais choix. C'est plus facile. Parce que tu vas emmener les personnes que tu devrais avoir autour de toi, plutôt que les mauvaises personnes, axées pour les mauvaises raisons. Parce que quand ça va bien, tout va bien. On ne voit pas ce qui va mal. Donc, il faut être honnête avec soi-même, être honnête avec les autres. Et pour être honnête avec soi-même, il faut se connaître. Donc, il faut qu'on sache ce qu'on veut pas. Est-ce que tu crois que quand tu es en bonne place émotionnellement dans ta vie, quand tu sais ce que tu veux, est-ce qu'automatiquement tu attires des bonnes choses, des bonnes personnes dans ta vie? C'est-tu ce que tu as réalisé dans ton parcours? Définitivement que lorsque tu es bien avec toi-même, puis que tu fais des choix axés sur ce que tu veux pas, tu vas être à l'endroit où tu dois être en train de faire des choses que tu dois faire. Donc, finalement, si tu es à un endroit en train de faire les choses que tu dois faire, tu vas rencontrer les gens que tu dois rencontrer. Et quand tu es en train de faire les choses que tu ne dois pas faire à un endroit où tu ne dois pas être, tu rencontres quoi? Ou tu rencontres qui? Des gens que tu ne devrais pas rencontrer. Donc, ça se fait de façon naturelle. Encore une fois, tu n'as même pas besoin d'y réfléchir ou de le faire. Tu te places toi-même sur le parcours que tu dois être. Sur le chemin où tu devrais être. Et sur ce chemin-là, tu vas rencontrer les gens que tu dois rencontrer. Les gens qui réussissent, on a l'impression que mais ils disent qu'ils se ressemblent. Mais pourquoi que les gens qui réussissent finissent par se rencontrer et se fréquenter? Ben, il y a une raison pourquoi. Parce que chacun, à leur manière, se dirige tous dans la même direction. Mm-hmm. Donc, ils se ramassent à être sur le même chemin, sur la même autoroute. Et ceux qui s'abouettent, puis que ça va moins bien, puis que c'est plus rocailleux, mais ils font pas nécessairement les mêmes choix. Ils n'ont pas nécessairement cette même conscience et cette même connaissance d'eux. Donc, ils vont souvent répéter les mêmes erreurs parce que ça revient à ça, finalement. Comment tu veux changer les choses si tu continues de faire les choses de la même manière? Et pour pouvoir changer ces choses-là, c'est pas seulement qu'une question, OK, je l'ai faite de même, je vais recommencer comme ça. C'est de t'emmener à prendre conscience pourquoi j'ai été là en premier lieu. Quelle décision qui a fait que je me suis mis dans cette position-là? Exactement. Et là, quand tu vas faire l'analyse consciencieuse de cette prise de décision-là, tu vas peut-être prendre conscience de quelque chose relativement à toi-même que tu vois pas nécessairement. C'est ce qui m'amène à dire, ça se passe toujours vers toi, à l'intérieur de toi. Parce que quand ça se passe pas bien, chaque fois que j'ai manqué un lever, chaque fois que j'ai vécu un échec,
je pourrais dire de façon presque consciente que je savais que ça s'en venait. Mais tu fais un peu ce qu'on appelle... L'autruche. Ouais. De façon polie de le dire. Donc, tu t'écoutes pas la petite voix, puis tu le sais que t'es pas en train de faire... C'est pas ça que tu devrais faire. Puis tu le fais pareil, et finalement, tu frappes le mur, puis là, tu fais « OK, wow. OK. Regarde, là, je l'ai fait, je me suis pété à la face. » Donc, ça fait juste me renforcer à ce moment-là dans l'état où c'est vraiment faire ce que tu as à faire, être où ce que tu dois être, et le reste va arriver tout seul. Ces fameuses personnes-là vont être placées sur ton chemin sans que tu les choisisses. Juste parce que tu devais les rencontrer. Puis tu les rencontres pourquoi? Parce qu'ils ont pris les mêmes décisions que toi. Ils sont en train de faire ce qu'ils doivent faire. Ils sont à l'endroit où ils doivent être. Tu aimes beaucoup la télévision. Oui. Tu aimes les plateaux de tournage. Tu as participé au tournage de Louis Cyr. Oui. Tu étais à l'audition. Tu as dit que j'étais pas prêt. J'étais allé à l'audition. Je l'ai pas eu parce que j'étais pas prêt. Je suis convaincu que tu aimé ça, possiblement jouer ce rôle-là. Oui. Maintenant, tu as beaucoup de projets de TV. As-tu des projets dans ta tête qui sont vraiment fous? Tu dis ça, je veux vraiment le faire, ce projet. C'est clair que je veux jouer. Ça fait partie de mes objectifs. Et pour faire un lapsus sur Louis Cyr, j'ai fait l'audition. C'est pas moi qui voulais faire l'audition. C'est des personnes autour de moi qui m'ont pratiquement placé. Et de là, l'entourage, de bien s'entourer. Ce qui est important, c'est de faire les choses qu'on veut et ce qu'on a envie de faire. Et pas le faire pour les autres. Puis de choisir les bonnes personnes. Et les bonnes personnes vont respecter tes choix, puis ils vont te placer dans une situation où ce que tu vas réussir, et non te placer dans une situation où tu vas échouer. Donc à cette époque-là, j'avais quelqu'un dans mon entourage qui avait une influence sur moi que je croyais positive, mais qu'au final, avec du recul, tu réalises qu'il avait ses propres ambitions. Donc c'était pas pour assouvir les miennes, c'était pour assouvir les siennes, en fonction de ses propres objectifs. Et lorsque tu vois ça avec du recul, et d'ailleurs, l'agent que j'avais pris à l'époque, par la suite, après l'audition, me l'a dit, moi, si c'est moi qui aurais été en charge de toi, je l'aurais pas fait faire, t'étais pas prêt. Maintenant, je le sais. Maintenant, j'ai vécu à travers tout autre cheminement, puis je dirais situation que j'ai vécu. Je comprends que tu dois faire les choses quand tu es prêt à le faire. Quitte à prendre du recul et quitte à prendre du temps. Puis, les occasions que tu penses perdre parce que tu l'as pas essayé, ça a été seulement une opportunité pour pouvoir en avoir un autre où est-ce que ça va réussir. Ça va marcher. Exactement. Parce que, comme je dis tout le temps, tu dois être prêt quand le train passe pour avoir le billet dans les mains, pour embarquer sur le train. Et la pensée magique est « Ah, l'opportunité arrive, puis tu sautes dessus, puis ça va marcher. » C'est pas de même que ça fonctionne. Là. Il y a personne qui réussit parce qu'ils l'ont découvert puis qu'il n'y avait aucun talent, aucune préparation. C'est peut-être arrivé, mais c'est quoi? C'est une chance sur 1 milliard. Ouais. Les choses arrivent parce que tu t'es placé sur le chemin, parce que tu as fait le travail. Puis il y a un minimum que tu dois avoir accompli pour pouvoir penser à quelque part, prendre avantage d'une opportunité. Et lorsque c'est pas le cas, mais tu prends avantage d'une opportunité, non seulement que tu vas ruiner, mais qu'ensuite tu vas donner une mauvaise image de toi, et c'est cette image-là qui vont se souvenir de toi. Et la journée que tu vas arriver préparé pour faire d'autres choses, ils vont avoir resté imprégnés ce premier passage-là de la personne, parce que tu as envoyé le message de la personne qui se prépare pas et qui fait n'importe quoi. J'aimais ça. J'ai vu le film sur Caroline. Celui-là qui a influencé Sylvester Stallone à écrire Rocky. Je sais pas si tu l'as vu. Je me souviens plus de Wepner, le boxeur. Anyway, il ferait une histoire courte. Lui, c'est un boxeur. Puis, il a boxé contre Mohamed Ali. Ouais, Mohamed Ali. Chuck Wepner. Il a boxé contre Mohamed Ali. Il a perdu. Par la suite, lui, Sylvester Stallone a vu le combat. Puis, ça l'a inspiré pour écrire Rocky. Et là, plus tard, il y avait un autre projet de film. Puis lui, il était bien impressionné de Chuck Wepner, même s'il avait perdu. Il avait réussi à envoyer Mohamed Ali au tapis. Il a voulu l'impliquer dans un projet de film puis de l'emmener. Comme à le sortir de la rue, puis parce qu'il l'estimait beaucoup. Puis finalement, ben, lui, il était tombé dans la drogue, puis le party. Puis là, ben, il devait aller auditionner. Il y avait juste un minimum à faire. Là. L'autre, il a dit, c'est pas grand-chose. Le rôle, tu l'as, mais lui, il a comme pas le choix de montrer aux gens qui financent le film qu'il est capable de le faire. Il est arrivé là-bas. Il avait pas lu le script, pas préparé. Il était sous l'effet de la drogue. Puis il l'a pas eu.
Fait qu'au final, ce que ça démontre encore une fois, c'est que même si ça peut être une opportunité intéressante, puis ça peut être une façon vraiment de propulser vers quelque part, si tu fais pas le minimum, ça arrivera pas. Et c'est exactement ça que s'est produit, moi, dans le film aussi. Lorsque j'ai auditionné, j'avais aucune idée c'était quoi une audition. On t'emmène là parce que quelqu'un a décidé que lui, il faut au moins qu'il te voie pour que tu aies une chance de l'avoir. Donc, finalement, avec du recul, quand je regarde ça, là, la manière que je pense, ça a été une erreur majeure. Et deuxièmement, ça me ressemble pas. Parce que quand je fais de quoi, je l'ai préparé. Quand je fais de quoi, je l'ai. C'est pas un accident. Je l'ai travaillé, je l'ai mérité, je l'ai gagné. Donc, c'est pas une question de chance. Mais ça, c'est exactement le contraire de ce que je suis. Parce que j'ai écouté la mauvaise personne. Parce que j'ai eu l'impression que cette personne-là pouvait m'emmener du bien. Puis là, mais avec du recul, je me dis, c'est de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Parce que c'est moi qui ai décidé de faire confiance. Exactement. Ce que je dis moi aussi à tout le monde, c'est que même si quelqu'un fait de quoi, ça a été ta décision à un moment X de faire avec cette personne-là, d'être en relation avec cette personne-là. Fait que tu peux pas vraiment... Et là, ça revient encore une fois. Ça revient où? Ça revient à toi. Exact. Tout le temps. Tu t'es mis dans cette situation-là. C'est ça. On parlait tantôt, je sais que tu travailles sur des concepts d'émissions. Oui. T'en as-tu une idée vraiment folle dans ta tête? Tu dis, écoute ça, Maxime, je veux absolument faire ce projet-là. Je sais que tu peux peut-être pas en parler, mais... On a des projets, il y en a un qui est vraiment... on y croit beaucoup. On l'a pas proposé à un diffuseur parce qu'on veut le faire nous autres mêmes. Puis possiblement qu'on va le faire en série web pour pouvoir avoir vraiment le contrôle du produit. C'est vraiment fou comme idée. C'est quelque chose d'humoristique. Je l'ai fait avec mon coach d'acting. Puis c'est lors d'une pratique puis que je me suis mis à niaiser, si on peut dire. Là. Puis là, finalement, on a dit hey, c'est donc bien drôle ça. Puis là, il faisait juste continuer avec différentes anecdotes. Puis là, ben, ça a marché. Puis après ça, on est parlé avec une productrice. On lui a montré ça. Puis là, tout le monde à qui on a parlé, on fait waouh, c'est donc bien bon. Puis après ça, ben, à qui qu'on présente ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu l'emmènes chez un diffuseur, le diffuseur a son mot à dire. Fait que là, nous, ce qu'on voulait, on voulait pas le dénaturer, puis on aimerait ça garder quand même l'idée originale pour pas faire en sorte, parce que des fois, à censurer, tu perds un peu l'essence de ce qui fait que c'est extraordinaire, puis que là, wow, même si ça reste bon. Alors que là, je pense qu'on peut faire de quoi de très bon. Donc, on est en train, là, justement, de travailler là-dessus. On a protégé l'idée. Fait que là, ben, c'est d'aller chercher les bons partenaires, parce qu'on va avoir quelqu'un qui va écrire. Puis si c'est un professionnel, on va aller chercher quelqu'un là, qui va embarquer dans cette idée folle-là, dans le projet, quelqu'un qui a le talent pour l'écrire, parce qu'on veut que ça soit quand même intelligent et être brillant. Fait que si ça va bien, je pense qu'en 2020, on peut espérer que le projet prenne forme, parce que ça demande quand même un certain temps de travailler dessus. Ouais. Puis c'est le reflet du reste. Tu le fais pas à moitié, quand tu le fais, tu t'investis à 100%. Hugo, merci d'avoir été là. C'était super intéressant. J'ai quelques questions de la fin à te poser avant. Oui, tout à fait. Oui, mais avant, j'avais quelques questions à poser. Puis après, on ira aux questions des gens. Oui. Hugo, y a-t-il un sport que tu n'as pas fait, que tu dis, j'aurais aimé ça faire ça, à part le football? Bonne question. Les gens qui est complètement contre nature. Tu dis, écoute, ça, je suis pas fait nécessairement pour faire ça, mais j'ai pensé faire ça. L'alpinisme. Un de mes rêves, ça aurait été de faire l'Everest. Donc, les downsizer à faire le camp de base. Donc, j'aimerais ça faire le camp de base de l'Everest. Mais je trouve que l'alpinisme, c'est une belle discipline où c'est toi contre la montagne, c'est toi contre toi-même. Puis que ça demande une concentration totale. Des fois, je regarde des reportages, puis je vois ceux-là qui montent à main nue, puis ils gravissent des montagnes. Là, tu fais... C'est impressionnant, mais c'est tout le volet introspection, le volet travail sur toi, le volet concentration, le dévouement total de toute ton attention en fonction de où est-ce que tu vas placer ta prochaine prise. Puis moi, ça fait wow! Parce que c'est plus loin que juste l'exploit sportif. Ouais. C'est tout l'aspect mental qui vient avec. Puis ça, je trouve ça très fort. Et c'est ce que j'aime aussi un peu dans l'Everest. Parce que, oui, même s'il y a beaucoup de gens qui le gravissent maintenant, c'est peut-être plus facile que c'était à l'époque, ça reste que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ouais. Ça reste que c'est vraiment un défi. Et dans ce défi-là, c'est ta vie que tu mets en risque. Donc, chaque pas qui t'amène vers le sommet, il y a un cheminement que tu dois faire à l'intérieur de toi-même. Ben, tu dois contrôler ta concentration. Il y a toute la préparation qui vient avec.
Donc, ça va au-delà d'arriver au sommet de la montagne. C'est vraiment, encore une fois, ça ressemble un peu au livre. C'est tout le cheminement qui t'emmène au sommet de la montagne. C'est ça qui m'attire dans ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vendredi, on rencontre Monique Richard, qui est la plus grande alpiniste féminine, qui a fait le Mont Logan. Elle s'en vient à l'émission. Ah, cool. Donc, tu pourrais écouter ça. Si tu avais un livre à recommander, puis je dis à tout le monde qui a écrit des livres, tu n'as pas le droit de donner ton livre en référence. Mais si tu as un livre que tu aimerais offrir au plus grand nombre de personnes possibles qui a marqué ta vie, ça serait quoi? La biographie de Mohamed Ali. J'ai lu ça quand j'avais 14 ans. C'est sûr que peut-être que maintenant, elle aurait peut-être pas le même impact, mais moi, ça m'a vraiment influencé. Puis ça m'a influencé à tel point qu'il y a des décisions que j'ai prises basées sur ce que j'avais lu là-dedans. Oh. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que au moment où il est champion du monde, on l'appelle sous les drapeaux, il refuse d'y aller, on lui enlève sa ceinture de champion du monde, on lui enlève son titre, on lui enlève sa licence de boxe. Il risque d'aller en prison, des amendes. Donc finalement, tu lui enlèves son gagne-pain, tu lui enlèves sa passion, mais ses convictions dans sa religion étaient plus grandes que tout ça. Moi, c'est ça qui définit une personne. Ses valeurs et ses principes. Être un vire-vent, là, c'est facile. Mais de continuer à avancer quand le vent souffle de face, puis qu'il souffle fort, puis que tout le monde vire de bord parce que c'est plus facile d'aller dans le sens du vent, là, ben, ça, pour moi, là, c'est ce qui démontre vraiment qu'est-ce qu'une personne est faite. Donc, moi, c'est cet impact-là que ce livre-là a fait sur moi. Si tu avais une chanson sur le soundtrack de ta vie, sur la trame sonore de ta vie. Tu peux la chanter aussi, il y en a qui ont chanté. Ah, pas sûr! On va oublier le projet. Moi aussi, je l'aurais oublié, ça, tu vois. Audio Slave, Be Yourself. Nice. Ta définition d'être une machine dans la vie, c'est quoi? Ah, je suis définitivement une machine. C'est quoi ta définition? Une machine, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Ça brise, tu répares, puis tu continues. Hugo, merci beaucoup. Si les gens ont quelques questions à poser à Hugo, on a 5 minutes pour ça. Moi, j'en ai une. Je vais commencer. Oui. J'avais une question pour toi. Je voulais savoir, tu dis que tu gagnes des attitudes partout dans tout ce que tu entreprends. Oui. Tu gagnes des attitudes en étant l'homme fort, l'homme le plus fort au monde, en étant policier, en étant père. Quelle attitude que tu aurais pas pensé de toi as-tu acquis en devenant une personnalité médiatique? Ouais, j'aurais jamais pensé à animer une émission télé. Puis dans l'animation en soi, y a-tu quelque chose de toi que tu connaissais pas qui s'est éveillé? Je dirais c'est possiblement de pouvoir jouer avec ta manière de livrer. C'est comment rester toi-même en passant un message, puis en partageant. C'est un peu ça la TV. C'est difficile à décrire, là, mais tu dois passer un message. Oui. Tu dois rendre ça intéressant. Tu dois rester toi-même. Et là, tu as des gens qui regardent ça avant que le téléspectateur le regarde, t'as le réalisateur. Comment t'arrives à livrer ça? Ouais, puis là, ben lui, qui dirige un peu, mais donc c'est subtil des fois, c'est un peu comme jouer, là. Donc c'est subtil, puis là, tu joues pas, là, parce que tu peux pas, si tu déconnectes, tu commences trop à être dans la caricature, c'est pas ça que les gens vont le voir. Faut que tu recommences après ça. Bon, OK. Donc, ça, là, pour moi, ça a été une belle apprentissage à faire en sorte que il y a des gens qui disent, on veut que tu livres ça comme ça, et toi, tu le fais, tout en restant toi-même. Ben, ça, je trouve que c'est une belle... puis le message, puis avoir la connexion avec le téléspectateur. Parce que lorsque tu arrives dans la rue, ta vraie paye, c'est ça, là. Lorsque tu te promènes, les gens te reconnaissent, puis qu'ils aiment ce que tu fais. Là, tu fais, wow, je dois faire. Parce que je vais être honnête avec vous, là, moi, je regarde pas mes shows. Quand je les regarde, j'en regarde un. Puis je le regarde de façon à analyser le travail que je fais. Puis généralement, la raison que j'aime pas me regarder, parce qu'il y a tout le temps plein de choses que j'aime pas. C'est comme tout le monde, ça, je pense. Est-ce qu'il y a des questions ici en public? Non, moi, j'ai une question concernant si vous avez des projets de conférences dans les écoles ou si vous l'avez peut-être déjà fait, vu que vous avez un message à transmettre, puis vous semblez aimer ça. Je fais beaucoup de conférences. Je fais des conférences corporatives, je fais des conférences dans les écoles. Le problème n'est pas la demande, le problème, c'est le temps. Donc, j'ai un agenda du temps, j'anime 4 émissions. Je suis en affaires. Oh, ouais. Donc, j'ai beaucoup de travail, là. Fait que tu dis aux jeunes d'écouter le podcast. C'est un bon résumé. Ou acheter le livre. Les deux. Ils font les deux, ils sont les corrects. D'autres questions?
Ben, bonjour Hugo. Bonjour. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu crois que tes douleurs émotionnelles d'enfance ont fait qu'ils t'ont poussé à te dépasser plus dans l'entraînement? Parce que, en quelque part, s'entraîner, ça cause de la douleur, mais la douleur physique, à un moment donné, ça comme apaise la douleur émotionnelle. Je sais pas si pour toi, ça a eu un lien dans ta vie. Ben, c'est une bonne question, puis effectivement, parce que je dirais que la douleur physique était une façon de faire sortir la douleur émotionnelle. Parce qu'à travers l'entraînement, là, on ne se fera pas de cachette, là, les moments les plus difficiles, c'est les moments où je me suis entraîné le plus fort. Parce que c'est un peu une manière de faire sortir cette rage-là, faire sortir ces émotions-là. Puis, t'as un malaise. Même quand j'étais plus jeune, c'était un peu ça. Je me suis dit, tu voudrais être normal, tu te sens pas normal, t'as pas l'impression que les gens perçoivent que c'était normal. T'es dans un milieu désorganisé. Donc, effectivement, moi, ça m'emmenait beaucoup de douleurs émotionnelles. Puis l'entraînement, mais c'était ma façon pour moi de me défoncer. Puis, je le dis souvent, là, je me considère pas comme quelqu'un d'équilibré. Si j'avais consommé de la drogue, j'aurais été, je serais mort. T'as pris de la dure. Ouais, ça aurait été, parce que tout ce que je le fais, c'est le pied dans le fond, là. Et ça, c'est un peu le résultat de mon enfance, en effet, là. Parce que pour moi, pour sortir de ce milieu-là, il n'y avait rien qu'une façon, là. C'était le pied au fond, puis on lâche pas, là. Parce que le moindre main que j'aurais lâché, je serais resté là. Salut Hugo. Oui. Je veux savoir, tu as accompli beaucoup de choses. Envers quoi que tu as le plus de gratitude de qu'est-ce que tu as accompli, peu importe que ce soit l'entraînement, les émissions, et pourquoi? C'est une bonne question. Je vais être honnête. Si tu me demandais c'est quoi qui sort du lot, possiblement d'être père. Ouais. Parce que pour ce qui est du reste, j'accorde peu d'importance à ce que j'ai fait parce que je passe vers d'autres choses tout le temps. Fait que c'est... Ouais, moi, les trophées, là, j'ai les ai, là, puis ça fait longtemps que j'aurais acheté ça, c'était juste de moi, là. J'en ai pas besoin, je sais ce que j'ai fait, je sais qu'est-ce que j'ai vécu pour y arriver, puis le cheminement qu'il y a derrière. Puis chaque chose que je fais m'amène à me propulser vers l'avant et faire d'autres choses. Mais clairement, s'il y a quelque chose que je dirais qui se démarque des autres, c'est possiblement ça, parce que le rôle de père, il y a une importance qui va te suivre toute ta vie, là. Même si tout le reste te suit, c'est pas la même chose, parce qu'à travers tes enfants, ils vont être un peu le reflet de toi. Donc, ça emmène une responsabilité énorme. Parce que ça va être un peu le miroir de ce que tu as été. Donc, pour moi... Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Ouais, exactement. Fait que pour moi, quand je fais de quoi, je veux pas être à moitié, là. Fait que c'est ça. C'est ce qui fait en sorte, comme je le mentionnais tantôt, mon rôle de père est pas au niveau que j'aimerais qu'il soit. Mais je suis contraint par les distances physiques, la séparation, ce que ça amène, et que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, t'es obligé de le vivre. Vous savez, à travers la séparation, ça c'est quelque chose qui est lourd, parce que tu te rends compte que finalement, je vais pouvoir être le meilleur père que je peux être. Mais je pourrais définitivement pas être le meilleur père. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficulté à dealer avec, parce que quand je fais de quoi, je veux être le meilleur. Du moins le meilleur de ce que je peux être. Et ça, j'ai l'impression que je me suis comme enlevé cette partie-là, où ce que l'impact que je peux avoir sur la vie de mon fils sera pas nécessairement ce que j'aurais voulu que ce soit. Donc, je vais être obligé de me contenter du mieux que je peux être. Bonne réponse. Merci. Mais l'avantage de ça, j'ai déjà dit ça aussi, c'est que quand tu as des enfants à 50% du temps, tu peux en profiter à 200%. Mais moi, je les ai pas à 50% du temps, là. Fait que tu les as à 20% du temps. Je les ai à 20% du temps, puis je trouve ça difficile. À chaque fois qu'il vient l'été puis qu'il repart, là, ça crée un vide un petit peu, là. Parce que c'est ça. Hugo, merci beaucoup. Bienvenue. T'es super. J'apprécie énormément ton temps. Merci. T'es un gars occupé, puis c'est bon. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.